Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Reed Partners, c'est une société de conseil en capital investissement. Votre métier, pour résumer, c'est de trouver des investisseurs. Vous aidez les fonds à trouver de l'argent. C'est du matchmaking amélioré en quelque sorte. Ouais. Donc oui, on est vraiment le pont entre les investisseurs et les gérants. Et Reed, en ancien anglais, ça signifie conseiller. Donc on est vraiment conseil auprès des gérants qui sont nos clients. Et on leur présente donc et on les prépare pour les lever. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de lever des fonds auprès des institutionnels? Oui, c'est plus difficile. Pour quelles raisons? Pour deux raisons assez simples. Un, la conjoncture actuelle, qui est un peu plus difficile. Et puis deux, en fait, le private equity vraiment est en train de croître énormément et beaucoup plus que les capitaux de ces institutionnels. On parle là du marché en général. Il faut quand même dissocier ce qu'on appelle le haut du panier, le premier quartile de l'ensemble des fonds. Si on doit faire une analogie avec le sport, le premier quartile, c'est quoi? C'est la Ligue 1 versus, top 14 quand on est fan de rugby. Voilà, le top 14 dans le rugby versus le reste du marché. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment les 25% des meilleurs fonds, des fonds les plus performants. Et selon la stratégie, selon la taille, les géographies évidemment et les années d'investissement. Et donc ceux-là sont vraiment beaucoup plus performants et attirent énormément de capital. On dit souvent que sur ce marché, sur ce segment-là, ça n'est pas difficile de trouver de l'argent. La difficulté, en fait, c'est pour l'investisseur de trouver une place autour de la table. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Beaucoup moins les 2 dernières années, tout simplement, encore une fois, pour des raisons de conjoncture économique. Mais c'est toujours le cas. Et ce qu'on voit, et c'est là où, en fait, notre rôle est important aussi en tant qu'agent de placement, c'est vraiment, nous, on présélectionne les fonds en termes de qualité. Donc, par exemple, on discute à l'année avec à peu près 1000 gérants et on travaille avec 15. Donc voilà, donc c'est vraiment une sélection très sévère. Et donc nous, on donne ce gage de qualité. Et puis ensuite, pour ces gérants-là, ceux qui justement ont plus de demandes que de places, on travaille vraiment sur cette présélection des bons investisseurs en termes de diversification de type d'investisseurs, de géographie évidemment, et aussi de la qualité de l'investisseur. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Comment est-ce que vous les choisissez? Alors il y a une diversification, ça c'est vraiment le premier point. Ensuite, il y a une réputation. Totalement. Il y a une partie relationnelle qui est très très importante. Vraiment, c'est du long terme, encore une fois, du private equity. C'est important pour les entrepreneurs, mais c'est aussi très important pour les investisseurs et les gérants. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis ensuite, il y a aussi une partie de valeur ajoutée. Est-ce que stratégiquement, ces investisseurs-là sont très importants ou pas? Quand on est investisseur, on le disait, c'est difficile parfois d'avoir une place autour de la table. Comment est-ce qu'on peut entrer dans ces fonds? Alors, c'est du long terme. Des fois, il faut attendre 2, 3 levées pour vraiment apprendre à se connaître. Et puis après, nous, vraiment, on fait ce travail en amont de la levée où on présélectionne, on travaille avec le gérant, on donne un peu des notes en quelque sorte sur la qualité de l'investisseur. Et à ce moment-là, on fait vraiment encore cette passerelle, cette relation entre les deux. Il faut pratiquement être coopté, en fait. Oui, des fois. Mais des fois, même ça ne fonctionne pas parce qu'il y a vraiment trop de demandes. Alors, les fonds du premier quartile sont souvent sursouscrits. Pour quelles raisons? Tout simplement parce qu'il y a plus d'investisseurs qui veulent rentrer que ce que le fonds veut lever. Parce que le point, c'est de pas de lever infiniment du capital, c'est de lever suffisamment de capital pour pouvoir investir et être performant. Donc peu de demandeurs et finalement assez peu de place au final. Pourquoi est-ce que, du coup, ces fonds du premier quartile s'ouvrent au retail? Diversification, encore une fois. Aux investisseurs privés, oui, lambda. Complètement. Alors la diversification, parce que surtout, en fait, il y a des structures telles que Altaroc, justement, pour mettre en place ces structures-là. Et donc, vraiment, encore une fois, c'est un gage de qualité. Et puis, c'est impossible d'ignorer ça, parce que la croissance est la plus grosse, justement, sur cette partie-là. Pour vous, l'ouverture au retail, c'est quoi? C'est une évolution, une révolution? Alors, c'était une révolution, maintenant c'est plutôt une évolution, c'est naturel, tout le monde en parle, tout le monde s'y prépare et travaille là-dessus. Il y a des produits, vraiment les plus gros fonds ont des produits personnels là-dessus. Donc, et aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà, maintenant c'est vraiment une évolution. Le directeur général d'Altaroc nous disait tout à l'heure qu'on était au début de l'aventure. C'est votre sentiment également sur la partie retail? Oui, au niveau de la croissance, oui, complètement. Ouais. Vraiment, on voit une grosse différence entre la croissance du retail et des investisseurs institutionnels. Avec peut-être un gros besoin de pédagogie. C'est ce qu'on fait aussi dans cette émission. Oui, complètement. Expliquer, faire découvrir. Et la sophistication dans le private equity, ça fait 60 ans que ça dure et il y a vraiment une évolution et on le voit depuis 60 ans. Ça vous parle, Alexandre? Nous, ça nous parle, en tant qu'entrepreneur, indirectement, parce qu'on n'a pas accès aux investisseurs des fonds,
Mais de montrer patte blanche, de savoir séduire, de... Ah oui, c'est notre métier, mais au niveau d'avant, quoi. Nous, on essaye de séduire les fonds qui, eux, essayent de séduire leurs investisseurs. Donc, c'est un cercle peut-être vertueux. Alexandra, vous publiez régulièrement une étude tous les semestres sur les tendances du private equity. C'est un peu comme les indices PMI du private equity, c'est-à-dire au-dessus de 50, on est en phase d'expansion et en dessous de 50, on est en phase de ralentissement. Ça permet de mesurer si le marché donc, est toujours en phase de croissance. D'abord, qu'est-ce que vous, avant de regarder les résultats, qu'est-ce que vous consultez dans cette enquête? Oui, exactement. Alors, ça fait 8 ans maintenant qu'on le fait et le point était qu'on discute avec le marché. Vraiment, on a à peu près 5000 interactions avec des investisseurs par an. Et donc, le point, c'était vraiment de quantifier toutes les informations qu'on avait. Donc, c'est une enquête qu'on fait avec les investisseurs en Europe, aux États-Unis, en Asie aussi et maintenant au Moyen-Orient. LPs pour les initiés. Les LPs pour les initiés, exactement. Et on en interviewe à peu près une centaine, entre 100 et 200, on va dire, et on publie ça tous les semestres. Et donc, le point, c'était vraiment d'avoir une évolution, pas que au moment T, mais vraiment quelque chose de traçable et de quantifiable comme un indice PMI. Alors justement, si on regarde l'évolution au cours des dernières années, on constate un trou d'air au deuxième semestre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce ralentissement? Comme dans le monde entier, une conjoncture vraiment économique et géopolitique, vraiment la hausse des taux et la situation en Ukraine ont été un peu l'élément déclencheur. Et puis il y a eu aussi évidemment le boom après le Covid qui n'a pas aidé. Ouais, avec quand même, si on compare avec les autres secteurs d'activité, un ralentissement qui a été modéré par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres secteurs. Oui, parce que le private equity... On fait souvent la comparaison avec les marchés actions, évidemment. Oui, complètement, mais c'est tout simplement, encore une fois, le private equity, c'est du long terme. Donc, personne n'a arrêté. Après, il y a eu une différence, je pense, au niveau de la crise financière en 2008-2009, où les gens ont complètement arrêté d'investir. Mais là, les investisseurs savent que le private equity est à long terme, donc il faut investir vraiment toutes les années pour avoir cette diversification, non seulement en termes de stratégie, mais aussi en termes de temps. Alors on le voit à l'écran, le trou d'air n'a pas duré très longtemps. Hein. Le rebond est arrivé très vite derrière, d'abord une stabilité, puis une accélération qu'on voit notamment sur la dernière livraison de votre étude. Qu'est-ce qui tire de nouveau le marché vers le haut? Alors, nous, on dit cautiously optimistic. Vraiment, on est optimisme prudent. Exactement, c'est de l'optimisme prudent et tout simplement parce que les fonds doivent investir le capital qu'elles ont levé et on pense qu'il va y avoir une reprise tranquille. On le voit arriver depuis quelques mois, on l'entend auprès des investisseurs et surtout auprès de nos gérants. Et donc, on voit que ça reprend, mais juste prudemment. Et encore une fois, il y a cet élément de qualité. C'est intéressant quand on voit ce graphique, puisque on a l'impression que les fonds de private equity permettent de gommer un petit peu les effets de cycle. Est-ce que c'est votre sentiment? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? En fait, ils lissent la performance sur plusieurs années parce qu'ils investissent sur 5 à 7 ans et puis ils lèvent de l'argent tous les 2-3 ans. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle, c'est continuel. Donc c'est l'arme anti-volatilité, d'une certaine manière. En quelque sorte, mais encore une fois, il faut une diversification, il faut investir dans du public comme du privé. Oui, diversification, c'est le mot-clé et on le répétera évidemment. Autre point intéressant de votre étude, vous indiquez quels sont les secteurs qui devraient attirer le plus d'investissements au cours des 12 prochains mois. On va le voir à l'écran, là encore, quels sont les secteurs? Est-ce que vous pouvez nous commenter justement ce résultat? Oui, alors c'est toujours les secteurs de la santé et de la tech qu'on a depuis pas mal de temps déjà. Encore une fois, c'est un peu... c'est normal parce que c'est deux secteurs qui sont porteurs et qui continuent vraiment à croître. Et ça a un intérêt aussi général. Et ensuite, il y a aussi le secteur de l'impact qui est de plus en plus cité. Mais attention, impact ne veut pas dire manque de performance. C'est vraiment, il faut être performant là-dedans. Et puis dans l'impact, il y a de la technologie, il y a aussi de la santé. Je donne les chiffres pour ceux qui nous suivent à la radio. 33% pour le secteur de la santé, 26% pour la technologie et 25% pour l'impact. Ça vous parle, j'imagine, Alexandre de Vigan, la tech, vous êtes dedans, 26%. Ça vous surprend pas? Ça me surprend pas, et encore moins aujourd'hui avec une accélération et une révolution liée à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est même quelque chose qui a vocation à grandir, en tout cas j'espère, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est d'être performant dans ces secteurs-là. Peu importe en fait le secteur. C'est-à-dire, la tech, c'est une catégorie très vaste, il faut savoir... Exactement. Voilà, toutes les entreprises ne sont pas forcément au même niveau. Est-ce que ça veut dire que les places, du coup, vont être plus chères en matière d'investissement dans ces secteurs qui sont ressortis de votre enquête? Alors, elles vont être plus chères dans les fonds qui performent.
Complètement. Elles seront, par contre, comme on dit, il faut être dans les bonnes tendances. Donc, ça veut dire que les fonds qui sont dans la santé ou dans la tech vont évidemment attirer beaucoup plus de capital. Mais des fonds qui sont dans du consumer, dans l'industrial, qui sont excellents, vont quand même encore attirer et auront les mêmes soucis de sursouscription que le fonds de la tech et de santé. Et ça, c'est une grille de lecture que vous allez utiliser pour choisir justement les fonds. Vous le disiez, vous avez une sélection assez drastique. Oui, on diversifie, mais c'est aussi important c'est encore une fois un travail à long terme, parce qu'on parle de performance, mais on ne parle pas d'une performance justement trimestrielle, on parle d'une performance sur une dizaine, quinzaine, des fois vingtaine d'années. Donc c'est vraiment ça, cette analyse-là. C'est qu'un quartile, c'est pas qu'un moment T, c'est vraiment l'évolution de la performance sur des années. Un point intéressant, et on terminera là-dessus, sur le premier quartile. Vous me disiez en préparant cette émission que c'est une catégorie dynamique, un peu comme un championnat. Vous me parliez de rugby, je vais vous parler de foot, mais c'est la Ligue 1 n'est pas toujours figée, ça change, ça Absolument évolue. Pas, c'est un benchmark, donc tout est relatif. Donc c'est vrai que les performances du quartile, du top quartile maintenant, sont un peu plus basses que celles d'il y a 2-3 ans quand il y avait un boom de valorisation. Mais par contre, on le voit, il y a certains fonds qui sont, certains gérants qui sont dans le top quartile depuis 20 ans. Donc clairement, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Alexandre, est-ce que ça appelle un commentaire? Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vu, vous avez vécu, entendu? Je pense que dans toutes les industries, il y a le top 14 ou la Ligue 1. Et que, il ne faut pas avoir honte d'être en dehors du top 14 non plus, il ne faut pas être excluant. Non, je pense qu'il faut, quand on n'est pas dans le top 14, il faut avoir envie d'y rentrer. Il y a surtout des stars qui arrivent aussi, et nous, c'est notre rôle de les découvrir et puis de donner accès peut-être en amont, un peu plus tôt, à des investisseurs qui sont prêts à prendre un peu plus de risques au niveau de l'équipe et qui auront accès en fait à ce capital un peu plus tôt. C'est quoi le Graal dans votre secteur? C'est de découvrir la prochaine licorne? Oui, c'est assez sympa de faire ça. Et puis après, surtout... Vous en avez une en face de vous, il paraît. Hein. Ouais, voilà. Pas encore. Plutôt, voilà. Pas encore. Mais oui, après... toucher du bois, le décor est en bois. Non, et après, c'est important de découvrir ça. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de grandir avec les fonds. Et nous, on adore faire ça parce que notre évolution, notre travail avec ces fonds-là est complètement différent quand c'est des petites équipes ou qui lèvent 150 millions. Et après, quand ils lèvent 10 milliards, ça n'a rien à voir. Notre valeur ajoutée est différente et c'est intéressant aussi. Merci beaucoup, Alexandra. Vous restez avec nous. On va accueillir maintenant le directeur des investissements d'Altaroc. On va parler des conditions de financement et en particulier de la hausse des taux. On va voir quel impact est-ce que ça a eu sur le private equity.